Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'infectiovigilance. L'infectiovigilance est l'ensemble des mesures spécifiques de surveillance, de prévention et de maîtrise des infections nosocomiales et des infections associées aux soins. Elle comporte l'organisation de l'établissement au regard de la lutte contre les IN et les IAS, le signalement aux autorités sanitaires de certaines de ces infections. En France, les vigilances sanitaires sont instituées par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et modifiée par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Chaque vigilance réglementaire est organisée selon un circuit précis, avec un signalant, un correspondant et une instance locale, une articulation avec les instances régionales et nationales. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, est chargée de coordonner les vigilances sanitaires. La surveillance du risque infectieux est attribuée à Santé publique France. La biovigilance relève de l'ABM, l'Agence de biomédecine. Les principales vigilances sanitaires sont la pharmacovigilance, la matériovigilance, l'hémovigilance, la biovigilance, la réactovigilance et l'infectiovigilance. Petit rappel de première année afin de bien maîtriser les concepts qui vont suivre. Une infection nosocomiale est une infection contractée au cours d'un séjour dans un établissement de santé, un hôpital, une clinique, un centre de réadaptation, et reconnue comme telle si elle apparaît après 48 heures d'hospitalisation. Cette infection n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission dans l'établissement de santé. Nous retenons ce délai de 48 heures après l'hospitalisation qui correspond à un délai moyen pour la majorité des infections bactériennes. Bien entendu, au cas par cas, nous allons étudier la réalité du statut de cette infection. Par exemple, ce ne sera pas le cas pour une rougeole qui va avoir un délai d'incubation beaucoup plus long, qui va être de 10 à 14 jours. Donc ce délai de 48 heures ne sera pas du tout en rapport avec la rougeole par exemple, ou encore la coqueluche qui a un délai d'incubation de 7 à 21 jours. De la même manière, ce délai de 48 heures sera complètement inadapté pour juger de la nosocomialité d'une coqueluche par exemple. L'infection nosocomiale est une infection qui peut être liée aux soins dispensés aux patients ou simplement survenir lors de l'hospitalisation. Elle concerne à la fois les patients comme les professionnels de santé susceptibles de contracter une infection lors de leur activité au sein de l'établissement. Elle se réfère, cette définition, simplement à la localisation de contraction de l'infection. Le malade peut s'infecter avec ses propres micro-organismes à la faveur d'un acte invasif, par exemple par défaut d'asepsie, ou en raison d'une fragilité particulière. Les micro-organismes peuvent aussi avoir pour origine les autres malades, les autres patients, les usagers, les visiteurs, mais aussi le personnel, ou encore la contamination de l'environnement hospitalier par le biais de l'eau, de l'air, des équipements, de l'alimentation, etc. Une infection associée aux soins est une infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge, qu'elle soit diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient, et si elle n'était, comme pour l'infection nosocomiale, ni présente ni en incubation au début de cette prise en charge. Cette définition des infections associées aux soins complète la définition des infections nosocomiales qui ne s'occupe que de savoir où est-ce que l'on contracte l'infection et qui s'occupe simplement du secteur sanitaire. La définition des infections associées aux soins concerne tous les secteurs de l'offre de soins, que ce soit le secteur sanitaire, mais aussi bien le secteur médico-social avec les EHPAD, les femmes et les masses, et aussi les soins à domicile, les soins en cabinets libéraux et en ville. Cette définition des infections associées aux soins est plus intéressante en termes d'amélioration des pratiques, puisque là, on s'intéresse à savoir si c'est le soin qui est cause de l'infection et non plus une localisation géographique de contraction d'une infection.
Selon l'enquête nationale de prévalence menée auprès de 403 établissements de santé en 2017, un patient sur 20 est porteur d'au moins une infection nosocomiale. Cette proportion n'a pas diminué depuis 2012, alors qu'une baisse de 10% de la prévalence, je vous rappelle que c'est le nombre de personnes infectées par rapport à une population donnée, donc une baisse de 10% de la prévalence avait été enregistrée lors de l'enquête portant sur la période de 2006-2012. Vous voyez aussi sur cette image que les infections nosocomiales sont cause de 4000 décès par an en France, que là ça correspond à un Airbus qui tomberait tous les 15 jours et un Airbus qui tombe, eh bien il n'y a aucun survivant. Je pense que s'il y avait un avion qui tombait tous les 15 jours avec 160 décédés, on en causerait un petit peu plus que des infections nosocomiales, notamment dans les médias. Et puis nous voyons aussi sur cette image que le fait d'être porteur d'un dispositif invasif tel qu'un cathéter, une sonde urinaire ou bien d'être intubé ventilé, eh bien, augmente le risque de contracter une infection nosocomiale de 4,6 fois. Pour continuer sur les chiffres de cette dernière enquête nationale de prévalence, on voit l'augmentation surtout en court séjour avec plus 12% et en chirurgie avec plus 35%, alors qu'elle a diminué en soins de suite et de réadaptation de moins 19% et en soins de longue durée de moins 25%. Donc cette augmentation de plus 35% en chirurgie nous amène à reposer la définition d'une infection du site opératoire. Qu'est-ce que c'est qu'une infection du site opératoire? Eh bien, on va considérer comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale ou s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant dans l'année qui suit l'intervention. Donc jusqu'à 1 an après la pose d'une prothèse ou d'un implant, on pourra juger d'une infection du site opératoire, donc soit d'une infection nosocomiale, selon l'endroit où a été contractée cette infection, soit en tout cas d'une infection associée aux soins dans les suites opératoires. Autrement dit, toute infection survenant sur une cicatrice chirurgicale dans l'année qui suit une opération, même si le patient est sorti d'hôpital, peut être considérée comme nosocomiale. Du coup, on constate parmi la proportion des causes d'infections associées aux soins, donc du coup une augmentation des infections liées à une intervention chirurgicale, avec une représentativité qui est passée de 13,5% à 16%, et qui devient la deuxième cause d'infection nosocomiale, la plus courante derrière les infections urinaires à 28% et devant les pneumonies à 15,5%. Et c'est vrai que le top 3 s'est retrouvé modifié dans cette dernière enquête nationale de prévalence. Du coup, dans les programmes prioritaires de surveillance, les établissements de santé sont priés de surveiller les infections du site opératoire, premier élément, notamment selon certaines chirurgies qui sont dites prioritaires, et de faire des comités de retour d'expérience et des revues de mortalité en cas d'infection pour pouvoir faire des analyses de causes profondes et remédier à ces infections. Maintenant que les concepts sont bien redéfinis et bien en tête, nous allons pouvoir voir comment est organisée la lutte contre les infections nosocomiales et contre les infections associées aux soins. Donc vous vous souvenez qu'en 2016, il y a eu une réforme en France des régions avec un redécoupage géographique de la France en 13 régions distinctes pour la métropole, plus 4 en Outre-mer. Donc il y avait en France avant ça 5 Séclin et 26 Arlin, qui étaient des antennes régionales de lutte contre les infections associées aux soins. Et bien depuis ce découpage, nous avons maintenant une fusion des Séclin et des Arlin pour donner 13 CEPIAS en métropole, plus 4 pour les Outre-mer, qui correspondent tout à fait au nouveau découpage géographique français. Donc ici, vous voyez le dispositif national de prévention des infections associées aux soins avec l'organisation au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Donc au niveau régional,
Nous retrouvons nos 17 CEPIAS qui animent, qui forment, qui signalent, qui préviennent et qui donnent une expertise et une évaluation en termes d'infections associées aux soins. Ce CEPIAS, du coup, reçoit des informations au niveau national et renvoie aussi des informations de l'interrégion au niveau national. Et ce CEPIAS collabore aussi avec les différents niveaux locaux de l'offre des soins, le secteur sanitaire, le secteur médico-social et le secteur de ville, et en retour reçoit des informations émanant du terrain. Donc on voit au niveau national que c'est piloté par le ministère chargé de la santé, avec la direction générale de l'offre de soins, la DGOS, la direction générale de la santé, la DGS. Voilà. Nous voyons aussi une commission qui est pilotée au niveau national par Santé publique France notamment, le comité de suivi du programme d'action de prévention des infections associées aux soins, et puis le Haut Conseil de santé publique de France qui mène une commission de sécurité des patients. Alors vous voyez ici sur ce logigramme le réseau régional des vigilances et d'appui, qui est piloté lui aussi au niveau national. Alors, si on commence, donc piloté par le ministère chargé de la Santé, toujours, avec en dessous l'agence de biomédecine, l'ABM, la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Agence nationale de santé publique, la NSP, et enfin, donc qui va piloter la CIR notamment, la cellule d'investigation et de recherche, et enfin l'ASN qui est l'Agence de sûreté nucléaire. Donc toutes ces instances nationales pilotent le réseau régional de vigilance et d'appui, REVA, qui lui va aider au niveau local et renvoyer aussi des informations au niveau national. Donc au niveau régional, on retrouve nos 17 CEPIAS, on retrouve également, que vous connaissez bien, l'OMEDIT qui s'occupe notamment des médicaments. Vous avez enfin en bas de logigramme les champs d'activité de chaque sous-commission, si vous voulez. Donc nous avons redéfini les concepts, revu brièvement l'organisation du dispositif de surveillance des infections associées aux soins et des infections nosocomiales. Nous allons voir maintenant le signalement. Le dispositif de signalement des infections associées aux soins par les établissements de santé a été mis en place en 2001. Cette déclaration par tout professionnel, hospitalier ou non, de tout événement indésirable lié à une prise en charge médicale permet l'identification d'événements particulièrement significatifs parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont graves ou bien encore parce qu'ils sont inhabituels. Il peut s'agir de cas isolés ou groupés. Il doit faciliter l'alerte et l'identification de dysfonctionnements. L'objectif du signalement est d'éviter une épidémie et, si l'épidémie est déjà en place, de limiter son impact. Avec à l'esprit une urgence, ne pas perdre de temps. Chaque minute, chaque heure compte. Dans les objectifs du signalement, on va chercher à diagnostiquer, à documenter pour comprendre l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'identifier le pathogène en cause, d'identifier sa source, de déterminer son mode de transmission, de localiser la source d'exposition et de déterminer la population à risque et les facteurs de risque de transmission. Et enfin, en dernier objectif, de mettre en place les mesures de contrôle adaptées. L'objectif du signalement est également d'améliorer les pratiques. Améliorer les pratiques, c'est une opportunité pour conduire une action éducative
développer des axes de formation, d'information, de sensibilisation en fonction des besoins. D'évaluer les protocoles, c'est les réactualiser, les créer le cas échéant. Analyser le système d'alerte, ses points forts, ses points perfectibles. C'est un dispositif qui est tourné vers l'action de santé publique et la prévention. Pour que le dispositif de signalement fonctionne, il faut tout d'abord une organisation du dispositif qui soit mise en place avec des personnes ressources identifiées avec du temps dédié à cette mission, un circuit d'information qui soit connu et clair auprès des professionnels, des personnels sensibilisés et une veille de tous, documentaire, réglementaire, mais aussi une veille en termes de vigilance par rapport aux événements, d'avoir cette ouverture par rapport aux événements qui se produisent et essayer de voir à chaque fois s'il peut y avoir un impact et ce qu'on fait de ces informations. Ensuite, nous voyons le signal. Donc, le signal, il doit être identifié, transmis, analysé, avec au départ une mise en place de mesures barrières adaptées. Dans un second temps, une investigation et très important, une restitution auprès des professionnels pour faire avancer l'information et puis faire avancer les plans d'action et pouvoir faire de la gestion de risque a priori, c'est-à-dire éviter que cet événement ne se réitère. Donc en pratique, le signalement interne permet de prendre connaissance d'événements qui, même si leurs caractéristiques ne justifient pas leur signalement aux autorités sanitaires, ont une grande importance locale. Leur analyse peut déboucher sur des actions d'amélioration au niveau de la structure, de l'organisation, des pratiques de soins, du traitement des dispositifs médicaux ou encore de l'entretien des locaux. Tout ça, est en fait une démarche d'amélioration continue de la qualité et tout ça représente ce que représente la gestion des risques. En pratique, le signalement externe permet d'alerter les autorités sanitaires, l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais encore les CEPIA sur des événements sentinelles et également d'offrir aux établissements de santé la possibilité de demander une aide extérieure. Ça a aussi une portée informative qui va au-delà d'établissements de santé concernés, mais qui justement va pouvoir, par retour d'expérience, être source de gestion de risque a priori pour d'autres établissements qui peuvent se retrouver dans les mêmes situations ou qui encore pratiquent la même activité. Que doit-on déclarer ? Eh bien, c'est le décret du 3 février 2017 avec un article dans le Code de la santé publique qui va répondre à cette question. Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou de service médico-social, etc., déclare sans délai au directeur général de l'ARS la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants. Premier critère, l'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause, soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes. Soit l'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés, l'infection associée aux soins a provoqué un décès, ou encore l'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article 3113-1 qui nous donne la liste des maladies à déclaration obligatoire. Donc je vous ai mis ici le lien pour consulter la liste des maladies à déclaration obligatoire. En 2021, 36 maladies sont à déclaration obligatoire. Vous verrez l'acronyme MDO.
On distingue deux groupes de MDO, 32 maladies qui nécessitent à la fois une intervention urgente locale, nationale ou internationale et une surveillance pour la conduite et l'évaluation des politiques publiques au sens des catégories 1 et 2 de l'article L3113-1 du Code de la santé publique. 4 maladies pour lesquelles seule une surveillance est nécessaire au sens de la catégorie 2 de cet article, toujours le même L3113-1 du Code de la santé publique. Sur ces 4 maladies, il s'agit de l'infection par le VIH, quel que soit son stade, de l'hépatite B aiguë, du tétanos et des mésothéliums qui sont des cancers qui sont liés avec souvent en facteur de risque une intoxication, une exposition large à l'amiante. Voilà. Donc parmi ces 36 MDO, je vous disais 32 avec une intervention urgente, 4 où c'est simplement une surveillance et on peut les redécouper aussi différemment, 34 qui sont des maladies infectieuses et 2 qui sont non infectieuses, les mésothéliomes dont je vous ai parlé et le saturnisme notamment. L'inscription ou le retrait d'une maladie sur cette liste des MDO se fait sur décision du ministre chargé de la Santé par décret pris après avis au niveau du Haut Conseil de santé publique. Ce dispositif ne concerne que les infections associées aux soins. Pour tout autre événement indésirable, que vous soyez professionnel ou usager, vous devez utiliser le portail de signalement des événements sanitaires indésirables. Les établissements de santé signalent ces IAS via ISIN. Les établissements médico-sociaux et les centres de santé doivent utiliser le portail de signalement des événements indésirables, des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la Santé. Donc, sur ce logigramme est résumé le circuit du signalement. Donc, on part au départ d'un patient qui a une infection nosocomiale mais qui peut également avoir une infection associée aux soins. Donc soit si on repart sur la gauche, eh bien c'est un cas qui est rare avec des données microbiologiques avec un germe particulier ou une résistance particulièrement accrue aux antibiotiques. Donc le laboratoire de bactériologie émet tout de suite un signalement au niveau du praticien hygiéniste qui lui va réaliser une déclaration d'événements indésirables graves ou rares ou évitables, ça va dépendre des cas, et qui va émettre un signalement externe au niveau de l'ARS et au niveau du CEPIAS via ISIN. Nous revenons tout en haut, donc notre patient il a soit une infection nosocomiale, soit une infection associée aux soins. Là c'est un cas grave, avec des séquelles, des dommages liés aux soins, voire même un décès. Donc là, on a une déclaration par le personnel médical ou le personnel paramédical ou les deux qui s'occupent de ce patient-là vers l'équipe opérationnelle d'hygiène. Et de la même manière, le praticien hygiéniste va effectuer la déclaration interne et le signalement externe. Enfin, nous avons un patient qui a une infection associée aux soins ou une infection nosocomiale, ou les deux d'ailleurs. Eh bien, on estime que c'est un cas qui est évitable, soit par la simple application des précautions standards ou des précautions complémentaires, ou encore par la communication de cette information. Par exemple, ou encore c'est un cas qui est évitable puisque c'est à défaut de traitement d'un dispositif médical, par exemple. Et bien là, il va y avoir une déclaration au niveau de la pharmacie puisque le pharmacien de l'hôpital est le pharmacovigilant et c'est lui qui est responsable du traitement des dispositifs médicaux réutilisables, notamment de ceux qui vont être stérilisés, et une deuxième déclaration vers l'équipe opérationnelle d'hygiène. Vous retrouverez ici toute la réglementation concernant la déclaration des infections associées aux soins qui va également servir de bibliographie à cette capsule. Nous poursuivons ici la veille réglementaire et la bibliographie de cette capsule. Alors je vous ai mis ici un lien pour aller
regarder, visionner, lire des retours d'expérience. Je vous invite vraiment à suivre ce lien, vous allez pouvoir le récupérer au niveau du PDF. Vous allez avoir beaucoup de retours d'expérience qui sont décrits. Des infections associées aux soins dans un contexte chirurgical, des infections associées aux soins dans un contexte d'utilisation d'un produit de santé, des infections associées aux soins liées à un micro-organisme de résistance particulière et encore des retours d'expérience concernant des cas groupés d'infections associées aux soins. Donc là, vous allez retrouver une petite vingtaine en tout de retours d'expérience qui va vous permettre vraiment d'imager et de donner de la consistance à cet apport sur le signalement et la gestion des risques a priori et a posteriori des événements indésirables liés aux infections associées aux soins. La surveillance des infections associées aux soins et l'évaluation des pratiques sont des éléments clés pour la gestion du risque infectieux associé aux soins. Leur mise en œuvre doit être faite en utilisant des méthodes standardisées, des protocoles nationaux, interrégionaux, régionaux. Donc je vous ai mis ici une priorité régionale de 2021 qui était la surveillance des bactériémies, qui a été pilotée par le réseau national SPIADI. Voilà, mais vous voyez que sur cette plateforme, là c'est un imprime écran, vous avez aussi la possibilité d'accéder à d'autres surveillances nationales qui sont des missions prioritaires puisque ce sont les missions 1, 2 et 3. Alors, pour illustrer cette surveillance nationale des bactériémies, je vous ai mis les résultats de la surveillance Bactadi de 2019. Donc, il y avait 1001 établissements de santé participants qui ont documenté, analysé 11 963 bactériémies associées aux soins documentées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu la preuve microbiologique que ces bactériémies étaient associées aux soins et le patient ne présentait pas cette bactériémie avant son entrée. Donc associé aux soins dans un premier temps et associé à un dispositif invasif dans un tiers des cas. Voilà. Donc des actions de prévention qui doivent être menées en priorité sur les services pour lesquels le taux était le plus élevé, qui sont les services d'hémodialyse, d'onco-hémato et de réa, qui deviennent des services à cible prioritaire. Dans ces dispositifs invasifs en cause, nous voyons dans la majorité des cas que ce sont les cathéters à chambre implantables qui sont les plus associés à des bactériémies liées à un dispositif invasif. Voilà. Pour 8 bactériémies sur 10 associées à un cathéter à chambre implantable, on a un diagnostic qui est posé à plus de 4 semaines après la pose de ce cathéter à chambre implantable, ce qui indique qu'il faut travailler sur les manipulations en proximal au niveau du point de ponction, au niveau du pansement et au niveau des lignes. Ce n'est pas la pose au bloc opératoire qui est remise en cause, puisque ça arrive trop tardivement après celle-ci. Ce sont bien les manipulations pour l'utilisation de ces cathéters. Voilà. Ensuite, donc, si on fait par rapport à tous les dispositifs invasifs liés à des cathéters centraux, donc on a un tiers de bactériémies associées à des cathéters à chambre implantable, un quart associé à des cathéters veineux centraux, 1 sur 6 qui sont associés à des PICC lines et 1 sur 6 qui sont associés à des cathéters veineux périphériques. On a quelques infections associées aux soins qui donnent des bactériémies qui sont liées à des midlines, mais c'est encore rare. Ici, vous voyez que le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine a organisé une enquête de prévalence des infections nosocomiales fin 2020. Donc là, c'est un imprimé écran de la plateforme où vous voyez qu'il y a toute la méthodologie et tous les documents pour pouvoir réaliser cette enquête. Donc de la même manière, en région centre, il y a eu une enquête en 2020 qui portait sur le portage et la prévalence des bactéries multirésistantes
et des bactéries hautement résistantes avec un portage digestif recherché. Ici, vous voyez aussi sur cette plateforme du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine que vous avez accès directement aux autres surveillances nationales. Donc il y en a 4 autres qui sont importantes et prioritaires. La surveillance et la prévention de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins de ville et en secteur médico-social, qui s'appelle la surveillance PRIMO. La surveillance de prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé qui s'appelle la surveillance SPARES. La surveillance et prévention du risque infectieux en chirurgie et médecine interventionnelle qui s'appelle la surveillance SPIC-MI. Voilà. Et enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure, de la surveillance de prévention des infections associées à des dispositifs invasifs qui est SPIADI, pilotée par la région Centre notamment. Alors vous voyez ici une image qui est beaucoup reprise en gestion des risques, qui montre bien que pour que face à un danger, on arrive à un événement indésirable, eh bien, il faut qu'il y ait plusieurs en tout cas barrières qui cèdent. Voilà. Et c'est pour ça qu'en termes de principe de précaution, souvent on cherchera à mettre plusieurs barrières pour gérer, pour maîtriser au mieux les risques. En conclusion, nous pouvons dire que le dispositif d'alerte, il est réglementaire, qui repose sur des acteurs où les professionnels infirmiers prennent toute leur place dans ce dispositif, qu'il faut un circuit organisé et que c'est un dispositif qui est tourné vers des actions de sécurité sanitaire et ou de surveillance nationale dont la culture est encore à promouvoir. Alors l'intérêt du signalement interne, c'est la connaissance d'une situation à risque infectieux avec la mise en œuvre de mesures barrières immédiates, éviter la situation de crise et l'identification de priorités d'action, d'amélioration de la sécurité et de la qualité. En autre intérêt, nous avons la sensibilisation des professionnels et ici des professionnels de santé et enfin la reconnaissance de l'expertise de l'équipe d'hygiène. L'intérêt du signalement externe, c'est l'aide à l'investigation, l'alerte régionale et nationale face à des phénomènes rares ou émergents. Par exemple, on avait un entérobactère au niveau d'un lait maternisé qui était contaminé. Donc ça a permis de pouvoir éviter des infections à beaucoup de nouveau-nés, des phénomènes émergents comme les BHRE également. On a eu des épisodes alarmants qu'on a pu circonscrire à l'est de la France par exemple. Face à des infections connues récurrentes aussi, on pense au VHC, au streptocoque A, et puis une alerte régionale ou nationale par rapport à des recommandations qui évoluent. Et là, on le voit particulièrement actuellement avec la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de SARS-CoV-2. Voilà. En intérêt du signalement externe, c'est un partage d'expérience, des retours d'expérience avec des analyses de causes profondes et qui permettent des analyses, des scénarios cliniques qui permettent pour les établissements qui ont fait de la gestion de risque a posteriori, permettent aux autres de faire de la gestion de risque a priori et d'éviter des événements indésirables graves. Donc au total, le dispositif d'infection-vigilance, c'est un dispositif pour alerter sur des événements infectieux inhabituels qui permet de solliciter une aide pour la gestion de ces situations, dont la mise en œuvre est un levier de la maîtrise de ces risques et qui fait partie de la démarche de sécurité et de qualité des soins. Vous retrouverez la bibliographie qui est à base de textes réglementaires qui se trouvent en diapos 31 et 32. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule sur l'infectiovigilance et reste à votre disposition pour toute question. À bientôt!